c'est sans doute un des sujets les plus débattus, voire controversés ici en Guyane, l'activité aurifère. Vaste et vieux sujet complexe avec de nombreuses ramifications qui touchent à l'économie, au droit, la médecine, la géologie ou encore la sociologie. Raison pour laquelle l'Université de Guyane organise en ce moment, depuis hier et jusqu'à ce soir, un colloque sur la mine d'or. Penser la mine aujourd'hui, je cite, nécessite de la contextualiser pour essayer peut-être de dépasser les méconnaissances, voire les nombreux clichés qui sont souvent véhiculés dès lors qu'on parle d'orpaillage légal ou illégal d'ailleurs. Plusieurs interventions ont déjà été faites hier, dont celle qui nous intéresse ce matin et dont on va parler. Pépites d'or et brevets des collèges, les stratégies de scolarisation des enfants de familles orpailleuses à Maripasoula. Alexandra Vie, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes docteur en sociologie, chercheur au centre Henri Eckpers, associé au groupe de recherche sur le handicap, l'accessibilité, les pratiques éducatives et scolaires. Bonjour à vous et bienvenue sur Radio Pays. J'aimerais déjà, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, que vous nous racontiez un petit peu votre démarche. Comment est-ce que vous en êtes arrivé, vous personnellement, à vous intéresser au cas spécifique de Maripasoula et à la scolarisation du coup des orpailleurs qui sont installés sur place? Déjà, merci pour l'invitation. Je dirais que la genèse de cette recherche, elle vient d'une rencontre avec deux enfants scolarisés dans une école primaire de Maripasoula, dans laquelle j'étais pour une recherche qui a débuté en 2016, qui était donc déjà portée par financièrement le centre Henri Eckpers et dans laquelle j'ai été associée puisqu'il s'agissait d'étudier la scolarisation des élèves migrants allophones et la Guyane était l'un des territoires d'études. Et dans cette école, j'ai rencontré deux enfants qui m'ont emmené chez eux, de l'autre côté du fleuve, sur la rive surinamaise. Et c'est cette rencontre qui a déclenché mon envie d'aller comprendre un petit peu comment se passait la scolarisation de ces enfants migrants. Est-ce que, avant que vous fassiez vos recherches, Alexandra Vie, il n'y avait pas une espèce d'angle mort, on va dire une zone d'ombre sur les familles, les enfants qui sont concernés via leurs parents par l'orpaillage illégal? Il y a eu beaucoup de choses de faites sur les orpailleurs en tant que tels, comment ils vivent, comment ils s'organisent, ce que le géographe François-Michel Le Tourneau appelle le système Garimpero. Pour les enfants et la scolarisation, j'ai l'impression que c'était un sujet qui était un petit peu moins, voire beaucoup moins abordé. En fait, c'est un sujet qui n'a pas été directement traité. C'est-à-dire qu'on va avoir énormément d'études sociologiques, géographiques autour des migrations, et notamment plutôt par des approches communautaires. Donc la migration brésilienne, la migration haïtienne, la migration surinamaise. Et à chaque fois, effectivement, la question aurifère apparaît, puisqu'elle apparaît dans une grande partie des parcours migratoires des populations. On a aussi des travaux en sociolinguistique qui vont donc aborder aussi l'expérience langagière et de vie des enfants. Mais sur la question de l'expérience scolaire, on a aussi des travaux, notamment de certains professionnels de l'éducation. Et voilà, il y avait un petit peu un vide. Après, je n'ai pas la prétention de le combler avec cette thèse, mais en tout cas, je voulais participer à un éclairage, un peu aussi dans la lignée des travaux de François-Michel Le Tourneau, non pas pour chercher à dédiaboliser ou à diaboliser des populations, mais plutôt pour comprendre et notamment pour peut-être donner des pistes de réflexion aux enseignants qui se retrouvent aussi avec des élèves migrants. Du coup, j'ai donné le nom de votre intervention hier, Pépites d'or et brevets des collèges, les stratégies de scolarisation des enfants de familles orpailleuses à Maripasoula, pour que tout le monde visualise bien finalement l'objet de votre recherche. À la base, c'est quoi la question finalement que vous vous posiez quand vous êtes arrivé à Maripasoula? Comment est-ce que les familles travaillant dans l'activité aurifère, alors je le précise, je me suis intéressée essentiellement et exclusivement à des populations migrantes, hispanophones ou lusophones, arrivées dans le territoire frontière, c'est-à-dire soit sur les villages plutôt informels du côté du Suriname, en face du bourg de Maripasoula, qui partaient en forêt, c'est-à-dire sur des camps d'orpaillage illégaux, pour travailler. Oui. Donc voilà, mais par contre j'ai oublié la question. Je vous la reposerai tout à l'heure parce qu'entre temps vous avez dit quelque chose d'intéressant, vous avez parlé d'espace frontière, parce que ce qu'il faut aussi peut-être dire dès maintenant, c'est que votre travail il ne s'est pas focalisé que sur le bourg de Maripasoula, mais véritablement voilà tout l'espace finalement qui peut y avoir autour du bourg de Maripasoula. Du coup ça me permet de retrouver la question initiale. Effectivement, donc j'ai travaillé autour du territoire frontière. Alors territoire et frontière dans un sens, c'est ce que je disais hier, plutôt sociologique, avec une prégnance
pense des interactions et non pas l'idée de penser la frontière comme quelque chose qui sépare, mais plutôt, alors qui peut séparer bien évidemment, dans lequel il y a des jeux de relations de pouvoir forts, mais aussi où il y a des coopérations et où on crée de nouvelles formes d'identité. Et donc, voilà, la question que je me suis posée, c'est comment est-ce que ces enfants pratiquent l'école alors que l'on sait que la temporalité de l'activité aurifère illégale, elle est quand même assez rythmée par des temps de présence en forêt, des temps de retour sur ce territoire frontière qui constitue les bases arrières de leur paillage, et comment finalement ces temporalités et ces territorialités peuvent être associées à une expérience scolaire, qui plus est du côté français, avec souvent aussi des enseignants et des professionnels de l'éducation qui ne sont pas originaires du territoire et qui se retrouvent aussi déjà en situation d'altérité. Et plus largement, il y avait aussi une question, on va dire, en sociologie de l'éducation dans laquelle je m'inscris, comment fonctionne cette école républicaine aux confins de la République et à la frontière du Suriname. Alors le point en commun, si je puis dire, entre votre travail et le mien en tant que journaliste, évidemment, c'est de parler aux premiers concernés. Comment est-ce qu'il s'est passé justement le contact avec les familles? Est-ce que vous avez mis du temps à gagner la confiance, j'ai envie de dire, des personnes à qui vous parliez? Pas vraiment. Alors j'ai toujours eu à cœur, et ça depuis la démarche de master, puisque j'avais déjà travaillé avec des publics migrants, des migrants afghans à Paris, des enfants travailleurs de rue au Pérou. J'ai travaillé avec des femmes incarcérées aussi au Pérou. Donc j'ai déjà, entre guillemets, eu l'habitude de travailler avec des populations que l'on pourrait qualifier, à discuter et à questionner de vulnérables ou d'acteurs faibles, comme Jean-Paul Paillet pourrait l'employer. Et à Maripasoula, quand je suis arrivée, donc j'avais une première porte d'entrée qui était le monde des enseignants, puisqu'à cette époque, j'étais formatrice à l'INSPE de Guyane. D'accord. Et donc, je connaissais de nouveaux enseignants néo-titulaires et contractuels envoyés, comme on dit, sur le fleuve à Maripasoula. Et donc, la première porte d'entrée était le monde enseignant qui m'a très, très bien accueillie. Il y avait un vrai besoin d'échanger, de parler, d'évoquer son installation, ses pratiques, ses difficultés et finalement, comment est-ce que l'on vit son identité enseignante à Maripasoula. Et du côté des familles, ma première entrée a été donc par ces deux enfants qui m'ont conduit chez eux au cœur de leur intimité. Et finalement, à partir de là, la démarche a été très, très facile avec notamment les femmes. Il y a eu quelques hommes, mais avec les femmes orpailleuses, j'ai eu ce qu'on appelle un informateur, une informatrice qui aujourd'hui est devenue une amie. Et j'ai toujours souhaité inscrire ma démarche dans une approche sensible et compréhensive. Je ne parle pas à la place des gens. J'espère retranscrire effectivement leurs paroles en les objectivant et en analysant effectivement les stratégies. Mais pour moi, il est très important de tenir compte de la place des enquêtés. Et dans ma thèse, j'ai tout un chapitre méthodologique qui justement questionne ce rapport aux enquêtés et les rapports de pouvoir qu'il peut y avoir et la manière dont on doit, nous, chercheurs, leur rendre compte. C'est-à-dire les rapports de pouvoir entre chercheurs et personnes à qui vous parlez, ça signifie quoi? Je pense que vous le vivez aussi en tant que journaliste, de par son statut professionnel, qui est une catégorie sociale quand même plutôt élevée. Les gens peuvent se sentir dans l'injonction à répondre et dans l'injonction à accepter l'entretien, à accepter l'échange, alors qu'ils n'en ont pas forcément envie, et à attendre d'avoir une réponse conformée, quelque chose qui répond à la demande. Et ce qui est très dur, c'est finalement de pouvoir s'inscrire dans le quotidien sans avoir ce sentiment d'être un observateur gênant ou auquel il faut, bien sûr qu'on cache des choses. Et moi, en tant que chercheur, j'en cache aussi. Mais j'ai plutôt passé du temps avec les familles. On a fait des entretiens formels. On a fait des entretiens informels et surtout avec les familles orpailleuses, en fait, j'arrivais le matin à Ronaldo, on pouvait passer une heure, une journée, Et j'ai aussi travaillé avec elles sur les démarches administratives, dans un jeu un peu de donnant-donnant, pour casser, ces hiérarchies qui peuvent s'établir entre un chercheur qui plus est blanc, et des populations immigrées. Du coup, c'est intéressant ce que vous dites. À partir de quel moment, finalement, un chercheur, une chercheure en l'occurrence, se dit, là, j'arrive à toucher à quelque chose qui se rapproche à peu près de la réalité, et les personnes à qui je suis en train de parler ne me disent pas finalement ce que j'ai envie d'entendre, en quelque sorte. Est-ce qu'il y a un moment où vous vous dites, là, je commence encore une fois à m'approcher de la réalité? Je crois quand on comprend plus. Ouais. Il y a toute une période au début, effectivement, quand on arrive sur le terrain. Donc à Maripasoula, j'ai dû conduire au total presque, je pense on est à peu près 3-4 mois de terrain. Alors non, peut-être un peu plus. Oui, même plus que ça. Je crois que je suis plutôt entre 4 et 5 mois de terrain. Donc non consécutif. Ma plus longue période à Maripasoula a été de 8 semaines, donc presque 2 mois. Et effectivement, quand on se fonde dans le paysage
Et quand on n'arrive plus à objectiver, je pense que c'est le moment où on se dit, bon bah voilà, ça y est, là je suis au cœur de mon terrain et c'est maintenant qu'il faut aussi en sortir pour ne pas tomber dans des représentations ou s'inscrire finalement dans un espèce de quotidien où on ne voit plus ce qui nous paraissait étrange ou étonnant. Alors, pour revenir au sujet de base et dont on a commencé un petit peu à parler il y a quelques minutes, un des points que vous mettez en avant, c'est la mobilité des familles migrantes entre le bourg de la commune, les villages situés sur la rive surinamaise et les sites d'exploitation aurifère. Cette mobilité-là, est-ce que vous pourriez revenir un petit peu là-dessus, Alexandre Avier ? Alors on a, je pense qu'à Maripasoula, il y a différents systèmes d'orpaillage illégal qui se superposent ou en tout cas qui s'imbriquent. Et le principal, c'est le système Garimpero qui est décrit par François-Michel Le Tourneau, dans lequel on a différents espaces. Les capitales régionales, notamment Paramaribo au Suriname, qui sont les endroits où on peut vendre l'or, où on fait les ravitaillements. Les bases arrières, ce qu'on appelle bases arrières, c'est-à-dire notamment sur le Maroni, la base arrière de Ronaldo, qui est un village tourné exclusivement vers l'orpaillage illégal, et je schématise extrêmement, les travaux sont quand même un peu plus complexes, mais et puis des zones en forêt. Donc effectivement, les populations migrantes arrivent souvent par Paramaribo, elles remontent le fleuve jusqu'à Ronaldo, où elles s'installent, le temps de partir en forêt, le temps d'être payées, le temps d'avoir un travail. Et donc, déjà, dans ce système-là, on a ces trois territoires-là, sachant qu'à Maripasoula se superpose aussi, en fait, le bourg français, donc qui est quand même un village, une petite ville même, où on a des établissements scolaires, bientôt un lycée, où on a un centre de santé et où on a accès aussi, on va dire, aux services de base, aux services élémentaires que l'on ne trouvera pas sur les deux villages en face du Suriname. Ronaldo, donc vraiment tourné vers l'activité aurifère illégale en Guyane française, et Antonio de Brinco, ou Petite Albina, ou Albina 2, en référence à Albina en face de Saint-Laurent, où là on a plutôt des commerces tenus par des populations asiatiques et tout un ensemble de services. Et donc donc les populations vont osciller en fonction de leur projet, en fonction finalement de la nécessité d'aller travailler en forêt sur ces territoires. Si elles veulent scolariser leurs enfants, elles vont avoir tendance à vouloir s'installer dans le bourg de Maripasoula, plus propice à la scolarisation des enfants, mais qui rentre en discordance totalement avec le temps de l'orpaillage, qui lui va nécessiter des déplacements en forêt et d'être dans les réseaux plutôt du côté de Ronaldo. Aujourd'hui, ces villages du côté surinamé, on va dire, ça fait quoi ? Ça fait une vingtaine d'années qu'ils existent à peu près. Est-ce que progressivement, le Suriname commence à les regarder un petit peu différemment et à leur accorder un statut peut-être moins clandestin, moins informel que lors de leur création ? Alors on en a parlé hier, effectivement, Antonio de Brinco est reconnu par les autorités surinamaises, mais comme on le dit, et les taxes sont prélevées dans les deux villages, mais c'est pas parce qu'on prélève des taxes que le village est reconnu, et encore moins finalement que les populations ont accès à des services de base. Donc cette question, elle est en suspens. En plus, le Suriname a un rapport à l'orpaillage qui est, quelque peu opaque. On sait qu'il y a quand même une grosse tolérance. L'ancien président était quand même très très impliqué dans les questions aurifères et notamment aussi dans les questions de trafic de drogue. Donc le nouveau président tend à vouloir mettre un peu plus d'ordre au niveau de ces mobilités-là, enfin en tout cas de ces déplacements de marchandises-là. Toujours est-il que aujourd'hui, il n'y a pas d'accès à l'eau, pas d'accès à l'électricité et pas d'école. Je vous posais cette question-là parce que au final, encore aujourd'hui, Maripasoula reste pour toutes ces populations-là finalement l'endroit où on aura des services publics et donc de l'école. On en arrive à notre sujet quand même, à votre sujet, pardon, Alexandre Avier, sur la scolarisation du coup des enfants d'orpailleurs. Concrètement, pour les enfants, ça se passe comment quand leurs parents et surtout leur mère partent travailler sur les sites d'orpaillage ? Est-ce qu'ils les accompagnent ? Est-ce qu'ils restent à Maripasoula pour les attendre ? Il y a un même modèle qui revient à peu près à chaque fois ou bien ça dépend aussi vraiment des situations ? Alors peut-être avant, ce qu'on pourrait préciser, c'est qu'on a toujours tendance à considérer, et je le fais aussi dans mes travaux, que la Guyane est un territoire de marge par rapport à l'Hexagone, par rapport à l'Union européenne, à la fois par sa localité et par rapport aux relations aussi qu'elle entretient avec les pays limitrophes, notamment en termes de relations économiques. Maripasoula pourrait être encore plus une marge puisqu'elle se situe vraiment aux frontières de l'Union européenne. Mais dans la question de marge, il y a la question de centralité. On est en marge par rapport à quelque chose. Et Maripasoula, le bourg de Maripasoula, est une centralité en tant que telle. Elle est certes en marge d'eux, mais elle est aussi la centralité d'eux. Et donc, elle permet de faire graviter tout un ensemble de populations autour de son bourg et autour des services qu'elle peut offrir. Concernant les enfants et leurs familles,
quand les enfants sont scolarisés dans la commune et que les mères notamment doivent partir sur les sites d'orpaillage, on a pu, en tout cas moi j'ai pu voir différentes stratégies expliquées par les familles. Soit l'enfant a été, donc là on n'est pas concerné, mais l'enfant reste dans le pays d'origine et dans ces cas-là la mère migre seule et elle envoie l'argent au pays. Sinon, si l'enfant est présent, il y a deux stratégies principales. On confie l'enfant. Mais comme ça se fait aussi pas mal en Amérique latine de manière générale, le confiage des enfants, le fait qu'ils soient éduqués par quelqu'un d'autre que la mère, même en Guyane, on le retrouve. Voilà, peut-être est-ce que c'est une différence, ou en tout cas le point important, c'est que ce confiage est un confiage payant, qui est un confiage informel, où on paye l'hébergement, où on paye la nourrice, où on paye la restauration, tous les frais annexes, qui fait que finalement ça demande à la femme, une fois en forêt, de redoubler d'activité pour pouvoir payer, c'est ce qu'on disait hier, la nourrice et en même temps, et les frais annexes, et en même temps finalement faire rentrer de l'argent au foyer. Donc ça, c'est une première solution. Ça fonctionne quand on a un enfant, parce que le coût est correct, ça va dépendre. C'est très difficile de quantifier. François-Michel Le Tourneau pouvait parler de 500 $ par mois. Les transactions se font en or, en euros, ça dépend, et c'est toujours difficile à chiffrer. En tout cas, ce que je sais, c'est que plus l'enfant est grand, plus ça coûte cher, plus il y a d'enfants, plus ça coûte cher. Donc bien évidemment, à un moment donné, c'est plus forcément une solution qui est viable financièrement et qui garantit pas, comme on le disait hier, de bons traitements pour l'enfant. Donc l'autre solution, potentiellement, c'est d'emmener son enfant sur le site d'orpaillage, et son activité ou sa présence va, en tout cas en fonction de son âge, il ne fera pas forcément les mêmes choses. Mais c'est une non-solution pour ces femmes, puisque c'est quand même pas l'idéal pour elles ni pour l'enfant. Il y en a beaucoup d'ailleurs. Est-ce qu'on arrive à avoir une estimation, on va dire, du nombre d'enfants là, uniquement pour parler de la zone autour de Maripasoula? Combien il y en a, ou c'est vraiment impossible de le savoir? En tout cas, c'est pas un travail que j'ai conduit. Hier, on a eu une intervention assez intéressante de Mathieu Nouchet, justement sur le chiffre magique et faire attention au chiffrage. Je sais que pour en avoir discuté avec François-Michel Le Tourneau, qui était donc à ma soutenance de thèse, en fait, il y a peu de présence d'enfants du côté de Maripasoula, tout en sachant qu'effectivement, on n'est pas dans certains pays africains, notamment je pense au Mali, où l'extraction minière est un travail souvent infantile, puisqu'on passe dans des galeries et que la petitesse de l'enfant permet d'aller plus loin. En Guyane, en tout cas, on n'a pas ce phénomène-là d'enfants purement travailleurs dans les sites d'orpaillage. Mais c'est ce que vous me disiez juste avant d'entrer en studio, voilà une zone un petit peu floue entre l'âge adulte et l'adolescence, beaucoup d'enfants, même malgré tout, qui ont 15, 16, 17 ans et qui sont amenés à travailler quand même sur les sites d'orpaillage. C'est ça. Alors, on peut regarder deux éléments. Donc, chez les petits-enfants, ils sont plutôt là à accompagner leur mère, comme on va trouver, par exemple, voyant travailler au Pérou, avec des femmes travailleuses dans la rue, notamment à la vente d'alimentation. Les enfants sont à côté, restent avec la mère le temps qu'elle fasse son activité. Et après, chez des plus grands, il y a une aide qui peut être apportée, aller chercher de l'eau en quad de l'autre côté de la montagne, réparer quelques éléments cassés. Et puis, on a des adolescents qui partent aussi seuls. Travailler sur les sites, 15, 16 ans. Et plus l'orpaillage intervient tôt dans les trajectoires familiales, plus les adolescents vont être finalement aussi encouragés et vont reproduire la dynamique familiale. Et puis on a des adolescents qui vont travailler en marge, non pas sur les sites, mais plutôt dans le transport, leur permettant d'allier scolarité et rentrée d'argent. Justement, sur la scolarité, une des conséquences de tout ce que vous avez commencé à dire depuis tout à l'heure, c'est la scolarisation justement des enfants. Vous écrivez, je vous cite, « Plus l'activité aurifère est présente directement dans le quotidien des familles en tant qu'activité économique de subsistance, plus l'expérience scolaire des enfants sera impactée ». Est-ce que vous pourriez revenir sur ce point bien précis? On a remarqué, j'ai remarqué que l'activité aurifère, elle demande un investissement. Elle demande un investissement de la famille et elle s'inscrit dans des temporalités assez, comme je disais hier, assez éphémères. On va travailler 3 mois en forêt, on va attendre des paiements, on va rester dans ces bases arrières le temps du paiement, le temps de repartir. Et finalement, l'activité scolaire n'est que secondaire. On est en France sur un système avec des vacances scolaires, une année scolaire, et c'est difficilement compatible. Les deux sont difficilement compatibles. Et puis, c'est un espèce de cercle vicieux. Pour permettre à l'enfant d'être scolarisé, l'idéal, c'est quand même que la famille soit à ses côtés. Parce que tout seul, on a beau responsabiliser l'enfant et lui dire c'est de sa faute s'il ne va pas à l'école, mais enfin, s'il n'y a pas de soutien et de cadre familial, c'est quand même beaucoup plus difficile pour un enfant d'aller seul à l'école. Et donc la famille l'idéal c'est qu'elle soit à ses côtés ou en tout cas qu'elle ait ce soutien
culturelle et sociale pour pouvoir permettre la scolarisation, mais pour ça veut dire aussi de pouvoir y rester et donc d'avoir une rentrée d'argent. Or, avec un travail sur site, on est en perpétuel déplacement. Oui. Et donc, ça complique les scolarités. Mais bon, il est quand même aussi important de préciser qu'à Maripasoula, l'irrégularité scolaire ou les interruptions scolaires ne concernent pas que les enfants migrants. De l'or. Elle conserve l'intégralité des expériences scolaires des enfants, que ce soit par des absences des enfants eux-mêmes pour des raisons familiales et d'organisation familiale, que ce soit des professionnels de l'éducation ou que ce soit des fermetures d'établissements. Je continue de vous citer, Alexandre Avier, pour offrir une scolarisation continue à leurs enfants. Les femmes savent qu'elles doivent arrêter leur activité sur site et s'installer durablement sur la berge du Suriname ou, si possible, dans le bourg de Maripasoula. Est-ce que, est-ce que c'est vraiment le fait d'avoir un enfant qui peut motiver, en quelque sorte, une personne, et plus particulièrement une femme, à arrêter de travailler sur les sites d'orpaillage ? C'est ce que j'ai constaté. Oui. C'est vraiment ce que j'ai constaté. C'est à un moment donné l'enfant et la question de la scolarisation, puisque pour beaucoup de populations, l'école reste encore une possibilité d'ascension sociale. Oui. Ce serait à questionner très très largement, mais en tout cas, c'est par l'école que on accède en tout cas à des emplois normalement plus qualifiés. Et donc, dans les populations que j'ai rencontrées, hommes et femmes, la question scolaire apparaît avec l'enfant. Et pour certains, finalement, qui sont venus pour l'or, ils transforment un peu leur récit migratoire en disant, voilà, à la base, je suis venu pour l'or, mais en fait, je suis venu pour offrir une vie meilleure à mon enfant, pour qu'il aille à l'école, pour faire des études que moi, j'ai pas pu faire. Le récit migratoire, ouais. C'est quoi exactement ? C'est la manière dont des populations migrantes vont mettre en mots les raisons de leur départ. D'accord. Donc on va avoir le premier récit migratoire, entre guillemets, le migrant vient d'arriver, il raconte son histoire, les raisons de son départ. Donc on ne cherche pas à savoir si c'est vrai ou si c'est faux, c'est en tout cas les mots qu'il met sur les motivations au départ. Et puis au fur et à mesure de l'installation, au fur et à mesure de l'intégration ou non, au fur et à mesure d'une régularisation juridique ou non, ce projet en fait peut évoluer. C'est pour ça qu'on parle souvent de projet migratoire initial et il peut être réécrit. Et donc, on a certaines familles qui ont eu un vrai trajet migratoire avec un départ du pays d'origine, un départ annoncé aux enfants, pour ceux qui sont restés, et un voyage où là, il y a cette mise en mots du voyage, du récit et de la motivation au départ. Par contre, on a des circulations pendulaires, des mobilités pendulaires ou circulaires entre le Suriname, le Brésil et la Guyane, où là, il n'y a pas forcément de récit. On ne dit pas qu'on s'en va et on n'y met pas de motivation. Oui. On suit les opportunités économiques. Votre avis, du coup, Alexandre Avier, sur la gestion de cette situation, je ne sais pas si c'est les bons termes, mais on va l'appeler comme ça, par l'éducation nationale. On connaît le manque d'enseignants dans toute la Guyane. Sur le fleuve, c'est encore plus le cas, et les enseignants se retrouvent, je suppose, à devoir gérer en fait des situations sociales et pas forcément des questions purement éducatives. Alors on va ouvrir là plus largement que les enfants migrants de l'or, puisque les publics scolaires en Guyane sont très très hétérogènes en fonction aussi des localités. Et si on s'intéresse notamment au territoire que le rectorat qualifie de site isolé, et plus particulièrement à Maripasoula, il y a déjà de grosses différences entre le bourg de Maripasoula en termes d'hétérogénéité culturelle, socioculturelle et linguistique des élèves par rapport au village plutôt amérindien, en tout cas à dominante autochtone amérindienne. Donc je pense qu'il n'y a pas de spécificité à prendre sur les enfants migrants de l'or. D'accord. Par contre, bien évidemment, on se rend compte que pour les enseignants de Maripasoula, la question de la construction de l'identité professionnelle, elle est compliquée, puisqu'on envoie sur ces territoires les enseignants en général les moins expérimentés. Alors il y a des enseignants expérimentés dans les sites isolés de Guyane, et c'est important de le dire, qu'ils soient titulaires ou contractuels. Il y a des gens qui sont là depuis de nombreuses années et qui s'efforcent de faire tenir la baraque, entre guillemets, puisque c'est sur ces personnes-là depuis longtemps que l'éducation nationale s'appuie aussi, avec des équipes qui tournent énormément. Ce sont quand même les piliers. Mais on a quand même des enseignants néo-titulaires, donc qui viennent d'être titulaires. On a des enseignants contractuels parce qu'on n'arrive pas à pourvoir effectivement ces sites-là. Et donc, ils construisent leur identité professionnelle sur place, in situ. Il n'y a pas d'expérience, il n'y a pas de bagage dans leur sac à dos. Ouais. Et on pourrait qualifier un petit peu, c'est un peu la suite aussi de certains de mes travaux, mais
de deux formes de construction identitaire qui dépassent très clairement l'approche professionnelle. C'est-à-dire qu'on a des enseignants qui vont s'investir, se surinvestir dans l'histoire des enfants, donc en aidant pour les papiers, en aidant les parents en leur donnant des jobs, en gardant certains enfants aussi le temps que la mère aille travailler sur les sites, par exemple. Et puis, bon, je pense pas qu'il y a des enfants issus de leur paillage, ou sinon en aidant aussi pour l'orientation. Et donc, voilà, à défaut aussi d'autres acteurs éducatifs, notamment je pense à l'éducation populaire, les enseignants portent, et les équipes éducatives, plus largement, portent l'histoire familiale. Et à contrario, quand cette histoire familiale, parce qu'il faut quand même le dire, ce sont des histoires familiales qui sont dures, et ça pour l'ensemble des enfants de Maripasoula, Soula, avec quand même des faits de violence, des faits de pauvreté. Enfin, on est quand même en Guyane à une personne sur deux est quand même en situation de pauvreté, donc il faut quand même pas oublier ça. Les enseignants ont du mal à prendre en compte et la construction de leur pédagogie et en même temps l'histoire des enfants, et finalement se ferme les yeux et ne préfère pas voir, et en fait l'enfant reste à la porte et c'est le petit costume de l'élève qui arrive jusqu'à la salle de classe. Oui. Sauf que finalement personne ne se rencontre dans ce genre de relation, mais dans un cas comme dans l'autre, le cadre de l'identité professionnelle n'est pas entièrement comblé. Soit c'est dépassé parce que l'enseignement va plus loin, ou soit en fait il n'est pas comblé et il y a un manque. Est-ce que c'est la raison pour laquelle vous écrivez finalement que Maripasoula Soula apparaît comme une espèce de miroir grossissant de toutes les difficultés socio-scolaires de Guyane, Alexandre Avier? Oui, je pense, et puis plus largement, je pense que, voilà, encore une fois, on considère, et je le considère aussi dans mes travaux, comme la Guyane et Maripasoula Soula, comme des territoires de marge. Mais très clairement, on n'est pas que sur une spécificité guyanaise, une spécificité de Maripasoula Soula ou des sites isolés. On se rend compte que ces situations éducatives, elles viennent éclairer des choses qui se passent dans l'Hexagone, qui se passent plus largement dans le système éducatif français, au regard très clairement de la baisse des moyens, de la hausse de la contractualisation des professionnels de l'éducation. Voilà, c'est important aussi à la fois de prendre en compte les spécificités du territoire, mais aussi de pouvoir les mettre en parallèle et de regarder ce qui se passe ailleurs, parce que la Guyane et Maripasoula sont tout à fait éclairants pour ça. Alexandre Avier, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Je le rappelle, donc chercheur en sociologie, docteur en sociologie. D'ailleurs, je le précise pour nos auditeurs, votre thèse sera bientôt éditée, c'est ce que vous me disiez tout à l'heure. Elle ne l'est pas encore? Non, elle va l'être. S'il y a des personnes qui sont intéressées pour le lire, elle le sera d'ici quelques mois? Oui, je pense que le livre devrait sortir début janvier, et je mettrai la thèse en ligne aussi pour qu'elle soit accessible, puisque l'important c'est quand même de favoriser l'accès à tous de la recherche. Et on en parlera à tout le monde. Merci encore, très bonne journée. Merci beaucoup.